Ça va être dur de passer après Julia, notamment parce que j'ai des slides et que j'ai un titre qui veut rien dire, Innovative Technology Advisor. Voilà. En gros, j'aide les clients, des gens comme vous, à trouver des solutions innovantes et en tirer parti pour résoudre des besoins. Et j'ai même mis des hashtags dans mon CV. On va parler de chatbot. Petit sondage, ça va vous réveiller après Julia qui vous a endormi. Qui ne sait pas trop ce que c'est un chatbot ou n'en a jamais utilisé? Vous levez la main, il n'y a pas de jugement. Allez, courage. Ouais, chatbot, je suis pas sûr. Ok, on doit être sur 10%. Qui a déjà utilisé au moins une fois un chatbot? Voilà, 90%. Et qui en utilise régulièrement? Là, c'est autant que ceux qui n'en ont jamais utilisé. Et dernière question pour la gymnastique matinale. Qui a mis en place un chatbot ou a participé à un projet d'entreprise sur les chatbots? 5 personnes. Donc voilà, ça met un peu le contexte. Vous êtes typique du monde actuel, de vos clients, de vos utilisateurs. Il y a une bonne partie qui ne sait pas ce que c'est et qui en a jamais utilisé ou qui a à peine utilisé. Et d'autres qui sont très férus de technologie. On va essayer de définir ce que c'est un chatbot. Les chatbots sont des programmes, ça reste du programme, qui tirent parti de technologies d'intelligence artificielle pour créer une conversation naturelle avec l'humain. Un synonyme, c'est agent conversationnel. On est sur de la conversation, du dialogue. Je ne vais pas reciter encore Julia qui parlait du dialogue. Il y a un mot important, j'ai dit IA, intelligence artificielle. Le mot important, c'est grâce. Un chatbot, ce n'est pas de l'IA. Un chatbot, c'est bête comme ses pieds. Mais ça utilise certains morceaux de l'IA à certains moments précis. Et on va en parler. Et vous allez voir où est l'IA et où est l'intelligence dans le système. Et l'intelligence, la réponse, c'est dans l'humain. On verra après. Les chatbots, vous en trouvez où? Dans les applications de messagerie, dans les applications métiers, dans les sites web. Vous les trouvez dans votre téléphone, dans vos ordinateurs. Vous en trouvez aussi dans les haut-parleurs connectés, bientôt dans les frigos, dans les voitures. Il y aura des chatbots, des assistants virtuels qui vont vous aider au quotidien à accéder à l'information. Qui a un Google Home ou un Alexa? Ah, quelques geeks. Et je ne vais pas vous faire lever la main, mais je suis sûr que vous l'utilisez une fois par jour, pas plus. C'est pour allumer la lumière ou au moins écouter de la musique ou de la météo. C'est très précis, il n'y a que ça, on ne fait pas beaucoup de choses de plus pour l'instant avec les chatbots. Le marché des chatbots est super complexe, en pleine effervescence. Il y a d'un côté les choses très marketing, où vous êtes très autonome, parce que la solution est packagée, c'est du SaaS, c'est du cloud. Ça marche très bien, vous avez très peu de contrôle. Il y a des choses où vous avez un peu plus de contrôle, vous pouvez implémenter. Il y a des briques technologiques, il y a des sociétés spécialisées, verticalisées sur des morceaux de chatbots, sur des chatbots sur le voyage, des chatbots sur l'assurance. Voilà, il y en a partout, il y en a pour tout le monde. Et il y a les hébergeurs de chatbots, il y en a plein. Il y a les grands acteurs, les GAFA, GAFAM, qui sont dessus. Mais pour bien comprendre où on en est dans le marché, il y a une courbe, je ne sais pas si elle vous dit quelque chose, c'est la courbe du Gartner, la hype cycle, la courbe de tendance. Ça considère l'adoption au fil du temps, sur une technologie, sur une innovation. Quand il y a une innovation, ça commence, voilà, elle est prometteuse. On imagine des choses, on a beaucoup d'attentes. Et ça fait monter, il y a un pic d'usage et d'attentes exagérées. C'est surtout les usages exagérés sur la technologie. On va en faire, il faut en faire, ça a l'air super bien. On n'a pas compris pourquoi, mais on va en faire. Ensuite, on se rend compte que ça ne marche pas forcément bien, donc on redescend, il y a une désillusion. On se dit, ça ne marche pas, on va essayer de creuser, on l'utilise beaucoup moins, on réfléchit, et on atteint un plateau de productivité où on se dit, voilà, je crois qu'on a été illuminé, on a compris à quoi ça sert le use case, c'est ça, c'était pas tout ça, tout ce qui avait été promis sur la plaquette. Sur les chatbots, le Gartner appelle ça des virtual assistants. C'est une catégorie un peu plus large. C'était en juillet 2017. À votre avis, où on en est sur les chatbots? Ceux qui ont une bonne vue? Ouais. On en était l'année dernière, en milieu d'année, juste avant le pic de désillusion. Cette année, avant de parler de cette année, pourquoi on en était là l'année dernière? Parce qu'on disait, l'utilisateur ne doit plus apprendre à utiliser les applications, c'est la machine qui doit s'adapter à l'humain, et puis en plus la voix, c'est naturel, n'importe qui peut parler à la voix, donc on va sur les interfaces naturelles. J'en parlais il y a quelques années quand j'étais là, interface naturelle, ça fait le buzz, c'est sympa, mais ça ne marche pas forcément. Vous avez sûrement entendu, c'est des verbatims réels, et vous pouvez rigoler si vous l'avez entendu, c'est l'année du chatbot, il faut en faire cette année. Les chatbots, les autres l'ont fait, on doit en faire aussi. La concurrence, ça nous entraîne à faire de la technologie ou de la pseudo-innovation. Tout le monde veut un chatbot, enfin tout le monde. Les entreprises veulent un chatbot, l'utilisateur, on ne lui a pas demandé, on lui fournit du chatbot. Ça va alléger ou remplacer le support client.
C'est une promesse des chatbots et des assistants virtuels. On a entendu qu'il y avait de l'IA, on va donner ça à l'équipe data science, aux spécialistes. C'est de la relation client, on va donner ça au marketing, ils vont faire du chatbot. C'est du développement, du chatbot, et on va donner ça à une équipe purement marketing. Ça va pas forcément marcher. Et le dernier truc, il y avait une phrase du Gartner, je le cite souvent, qui était 85% de la relation client peut être automatisée. C'est Gartner qui l'a dit, on va faire du chatbot cette année. Cette phrase, en vrai, elle était comme ça. D'ici 2020, les clients pourront gérer 85% de leurs relations avec l'entreprise sans interaction humaine. C'était en 2011. On ne parlait pas de chatbot à l'époque. On parlait d'API, on parlait d'applications mobiles, on parlait de self-care, on parlait de portail. C'était ça en fait. La vraie phrase, c'est on va mettre en place des outils qui permettent aux clients, aux employés d'être autonomes, sans passer par un support manuel. C'était la phrase d'époque qui est réutilisée à mauvais escient actuellement pour promouvoir le chatbot. La vraie phrase qui devrait être utilisée, c'est d'ici 2020, 25% des opérations de support client seront faites via un assistant virtuel. Là, on se rapproche un peu plus du conseiller virtuel et du chatbot. Ça, c'était du 2018. C'est la phrase qu'il faut utiliser. C'est que 25%, c'est pas 85% des interactions. Ça relativise un peu l'usage des chatbots. Et du coup, ça, c'était l'année dernière. Cette année, on en est où? La courbe a changé. Toutes les technologies sont décalées. La réalité augmentée s'est déplacée. Il n'y a plus de réalité virtuelle. Il y a plein d'autres choses. Les chatbots sont où cette année? Ils sont juste ici. On est dans la phase descendante. Ceux qui ont déjà fait des projets de chatbot ou ont entendu parler, c'est les chatbots, c'est plus compliqué que prévu. Il n'y a pas vraiment d'IA dedans. C'est pas plug and play comme un projet mobile. On va dire, on a codé le projet, on le déploie, et puis le PO peut partir sur un autre projet. Il n'y a plus d'équipe de développement, c'est en prod. Non, non. Un chatbot, ça doit se maintenir dans la durée, surtout dans les premiers mois du déploiement. Les utilisateurs ne sont pas là ou ne sont pas encore là. Il y a une histoire d'adoption. Tout le monde, on l'a vu dans la salle, tout le monde n'utilise pas des chatbots au quotidien. Tout le monde n'a pas envie d'utiliser un chatbot au quotidien. D'autres disent, et c'est correct, on va continuer à mesurer. On a fait une expérimentation, c'est prometteur, on va aller vers là, c'est très pragmatique, très analytique, et c'est une bonne réaction vis-à-vis des chatbots. Et du coup, si on parle des chatbots, il y a une évolution sur les chatbots, il y a différents types de chatbots. Il y a quelques années, on n'appelait pas ça des chatbots, assistants virtuels, c'était très scripté, très programmatique, très procédural, comme disait Julia. Voilà, c'est de la FAQ, c'est du formulaire, c'est de l'automatisation de process, c'est des arbres de décision. C'est du chatbot basique, qui est très facile à faire et qui se fait. Il y a les chatbots connectés, qui sont data-oriented. Eux, ils vont être connectés à des bases de connaissances, ils vont avoir des réponses plus dynamiques. Où on est mon remboursement, on me donne l'info qui me concerne, et c'est plus efficace que de dire, au fait, pour la clause numéro 4, est-ce que la machine, la remorque de 300 kg est prise en charge en cas d'accident pour une voiture? C'est de la FAQ, c'est éditorial, ça ne change pas beaucoup en fonction des utilisateurs. Par contre, ça, il y a de la donnée, il y a de l'API, il y a du machine learning, on va en parler tout à l'heure, et c'est plus ou moins adaptable. En tout cas, les réponses sont dynamiques. Le chatbot d'après, c'est celui qu'on va dire, il est smart. Il n'existe pas encore, il comprend la sémantique. Quand je dis je veux résilier mon contrat, je veux changer d'abonnement, je veux suspendre mes mensualités, il faut qu'il comprenne ça nativement, en tout cas pour que les développeurs aient moins de boulot, et pour que ça comprenne mieux ce que veulent les utilisateurs. Ça gère le contexte, le profil utilisateur, ça va gérer des recommandations très adaptables. Et le dernier, il est super intelligent, il est auto-apprenant, il est plug and play, c'est ce que peut vous vendre, ou ce qu'essaie de vous vendre il y a quelques temps IBM avec Watson, c'est plug and play, ça marche super bien. Actuellement, les chatbots, on croit que c'est ça. Voilà. C'est une machine autonome, c'est IBM qui vend ça, et ça va nous conquérir, ça va nous attaquer. On n'en est pas là. Actuellement, les chatbots, on en est là. C'est scripté, un peu procédural, avec un peu d'apprentissage, et ça tire parti des données du SI, du système d'information. Le côté smart, c'est pour dans 2-3 ans. Le côté plug and play, on ne va pas en parler, on ne va pas se prononcer sur quand, parce que ça peut changer, et peut-être on n'ira jamais. Parce que personne ne voudra peut-être. Si on rentre un peu dans la technique, un chatbot, il y a un utilisateur qui va parler via une interface de chat, dans le site web, sous forme de widget ou autre, ou dans l'application métier. Ça passe par un connecteur technique qui va interpréter ce qui a été envoyé, et ça passe dans une brique, la vraie brique du chatbot. Il y a un côté, c'est ce qu'on appelle le moteur de langage naturel, le NLU, ça comprend le français. Enfin, c'est censé comprendre le français, c'est là où il y a un peu d'IA. Il y a le moteur conversationnel, le dialogue manager, c'est là où on va gérer l'arborescence de discussion
Quand l'utilisateur me dit ça, le bot doit reposer une question ou interroger sur autre chose et répondre et appeler une logique métier parce que la personne est célibataire, il y a une autre information de contrat à récupérer, il faut lui poser une question. On appelle les API métiers et on génère la réponse qui est envoyée à l'utilisateur. Ça, c'est un chatbot. Si vous avez compris ça, vous savez ce que c'est un chatbot. Mais on va creuser. Et ce gros morceau, c'est du back-end. Back-end, terme technique, c'est en back, c'est pas dans l'application mobile, c'est pas dans l'interface, c'est chez vous, sur vos serveurs, ou le serveur du prestataire qui vous a créé le bot, c'est chez lui, mais c'est une sorte de logique métier et de conversation qu'il faut implémenter et qui est au cœur du chatbot. Votre priorité numéro 1 quand vous faites un chatbot, c'est de valider le use case. Pourquoi on fait le chatbot? Et en fait, votre vraie priorité numéro 1, c'est est-ce qu'il y a un use case? Avant d'essayer de le valider, c'est de le creuser. Quel est le use case? J'ai des réponses. On ne va pas vous laisser tout seul comme ça en disant faut valider, faites des ateliers, du brainstorming sur les chatbots. Il y a des bouts de réponses. Pourquoi on utilise les chatbots? C'est du self-care, le service client. C'est accéder à l'information rapidement. Il y a des bases de connaissances. Les clients, les utilisateurs, vos employés veulent accéder plus rapidement à de l'information. Le chatbot peut les aider. C'est la productivité, donc le compagnon de l'employé. C'est une facette du chatbot pour le commerce, le transactionnel, pour du marketing, pour la diffusion d'informations, les publications et la diffusion de news, par exemple. Il y a des chatbots. Le chatbot RH qui diffuse l'actualité de l'entreprise, le chatbot qui va me permettre d'accéder à des informations de contrat. Il y a de tout comme chatbot. C'est des facettes de chatbot. Et dans ces chatbots, par domaine principal, il y a dedans des fonctionnalités. Il y a accéder à du contenu éditorial, de la FAQ, des bases de connaissances relativement statiques. Il y a remplir un formulaire. Quand je veux réserver un voyage via le CE, je peux taper sur le chatbot, dire je veux réserver 2 places à telle destination, ok, combien d'enfants, combien d'adultes, quel âge, quelle destination. Hop, le chatbot m'aide, il remplace un formulaire. C'est un cas d'usage qui marche, c'est un peu sympa, c'est ludique. On se sent accompagné en tant qu'employé, on a parlé d'un chatbot. On faudrait parler de l'efficacité. Est-ce qu'on a été plus efficace qu'un formulaire? C'est à creuser. Si on ne sait pas où est le formulaire, le chatbot nous aide, en l'occurrence. On accède en lecture aux données du système d'information. On peut lancer des commandes, c'est du business process automation. On peut avoir de la FAQ dynamique basée sur mon contexte. Est-ce que la remorque 300 kg est prise en compte pour mon contrat? Quel est votre contrat? C'est dommage. Si on me demande mon contrat pour me donner une réponse, on a perdu du temps. Par contre, si directement je pose ma question et on me donne la réponse précise qui me correspond, là, en tant qu'utilisateur, je suis ravi. Il y a du transactionnel. Et pourquoi pas de la proactivité et même des notifications. Je demande rien, le chatbot me parle, attention, il reste 2 jours pour réserver les places de cinéma sur le CE ou pour payer ou pour configurer votre compte. Il y a plein d'autres choses. Ça, c'est trié par facilité ou par complexité. Le plus haut, c'est le plus simple, le plus bas, c'est le plus compliqué. La proactivité, vous ne l'avez pas encore avant 2 ans. Et en fait, il y a un truc super simple à faire, c'est le routage. Un chatbot de base, c'est celui, vous lui posez une question, il vous dit « j'en sais rien, demande à telle personne ». Demande à tel service. Voici le numéro, voici le lien vers la bonne FAQ, voici le lien vers le bon formulaire. C'est un chatbot de base, il n'est pas intelligent du tout, il route et il dispatche, il préqualifie les demandes et il envoie aux bonnes personnes. Ce n'est pas un gros coup d'implémentation, mais ça répond à un besoin de « je suis perdu sur l'intranet, le portail, il y a trop de trucs, le moteur de recherche ne marche pas », et on jette le moteur de recherche, on en fait un autre dans un chatbot. C'est ça en fait, souvent il y a beaucoup de clients qui veulent faire un chatbot pour remplacer le moteur de recherche qui ne marche pas. Vous choisissez où vous mettez votre argent, soit vous réparez le moteur de recherche, soit vous mettez un chatbot. L'avantage du chatbot, c'est qu'on peut le retrouver sur plusieurs interfaces, sur le mobile très facilement et pas forcément sur le portail qui n'est pas responsive design et autres. Donc, vous pouvez commencer par ça si vous faites un chatbot. Et du coup, la question c'est, pourquoi vous, en tant qu'entreprise, vous devez avoir un chatbot? Pourquoi en fournir un? La question c'est plutôt, pourquoi mes utilisateurs voudraient un chatbot? On se met en user-centric, on se met à la place d'utilisateurs. Pourquoi eux voudraient un chatbot? Pas pourquoi vous devez faire un chatbot pour concurrencer les voisins. Pourquoi eux veulent un chatbot? Tout simplement, les utilisateurs veulent un traitement rapide de leurs préoccupations. Un suivi de commande, recherche d'informations, où en sont les mensualités. C'est de la recherche d'informations assez simple et ils veulent la réponse rapidement. Tellement rapidement qu'en fait, ils ne veulent pas attendre. S'ils savent qu'ils ont une demande complexe, ils vont appeler le support. Si c'est une question simple, ils vont passer par un chatbot. Donc, n'essayez pas de faire un chatbot pour des demandes trop complexes. C'est accélérer la réponse à l'utilisateur, lui éviter les attentes. Il y en a certains qui mettent un chatbot avant le support client. On ne voit plus le numéro pour le support client, pour le chat avec le support client. On met un chatbot, ça temporise un peu, ça permet de gérer
les 80% soi-disant de questions récurrentes et triviales, le chatbot filtre, et dès que l'humain n'est pas content ou n'a pas sa réponse, on redirige vers un humain. Dès que l'utilisateur n'est pas content, on redirige vers un humain. Mais voilà, votre objectif, c'est de répondre rapidement avec de l'information à ce que veut l'utilisateur. Pourquoi l'utilisateur ne veut pas de chatbot? C'est simple. Quand il ne sait pas ce qu'il veut. Si moi j'ai une question en disant « Ah, en fait, j'ai eu un dégât des eaux, mais en fait, c'est mon voisin, et du coup, le parquet est abîmé, le mur aussi, je ne sais pas si c'est pris en compte. » Déjà, je ne sais même pas poser la question à un humain. Je vais m'y reprendre à 3 fois. Sur le chatbot, c'est réglé, je ne parlerai pas à un chatbot. Si on me dit « Bonjour, je suis votre assistant de déclaration de dégâts des eaux », je vais dire « Je peux parler à un humain, s'il te plaît ?» Je ne sais pas comment l'exprimer. Du coup, voilà. Si on ne sait pas exprimer le problème, on ne passera pas par un chatbot. Quand on veut un conseil personnalisé, on ne passe pas par un chatbot en général, à moins qu'il soit très intelligent, on n'y est pas encore. Pour faire une demande complexe, une réclamation, pour râler, je ne vais pas râler auprès du chatbot en disant « Je ne suis pas d'accord, vous ne m'avez pas assez remboursé ». Non, on ne le fait pas. On va parler à un humain pour râler. Et surtout si on veut négocier. « Ah ouais, mais en fait, je connais un prestataire local qui va réparer mon parquet, est-ce que je peux ou pas ?» On ne passe pas par un chatbot en général. En tout cas, les usages ne sont pas dedans. Les utilisateurs ne vont pas parler à un chatbot quand ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas comment ça va se dérouler. Si c'est très tracé dans leur tête, ils pourront parler à un chatbot. Voyons maintenant ce qu'il y a dans un chatbot. On va coder, ça vous dit ou pas? Ouais, non. Non, on va pas coder, c'est pas vrai. On va parler de ce qu'il y avait cette brique verte, donc le moteur de langage naturel, le NLU. En fait, ça va vous permettre de frimer ce soir, auprès de madame ou monsieur. Il y a 3 mots importants, et ce soir vous direz, j'ai compris ce que c'est un chatbot, je suis un pro de la data science, ou au moins de l'IA. Là, il y a des phrases. Réserve-moi un avion pour aller de Paris à Rome à partir de 14 h, demain et pour moins de 300 €. Il y a une autre phrase qui ressemble un peu. C'est pas la même. Il y a très peu de mots en commun, mais ça exprime la même chose. L'intention est la même. Ça, c'est un terme de chatbot et de moteur de langage naturel. L'intention, c'est des listes de phrases qui sont dans la même catégorie, qui expriment la même intention. Je veux voyager, grosso modo, c'est ça mon intention. Et dedans, il y a des critères de sélection. Mais l'intention, c'est je veux voyager, et j'ai plein de phrases, plein de phrases, je leur dirai tout à l'heure. Intention, c'est un mot important. Utérance, ça vient de l'anglais et du néerlandais. Outer, c'est ce qu'on exprime, ce qu'on sort. Et ben, c'est la formulation précise de l'utilisateur. Ces 2 phrases, ce sont des utérances. Et ces utérances, ça rentre dans des intentions. C'est classifié sous forme d'intention. Et on a ce qu'on appelle des entités. Donc c'est le dernier mot pour frimer ce soir. C'est des mots, des paramètres qui sont propres à chaque phrase et qui vont me servir de critères pour exécuter l'action. Une date, un nom propre, une valeur quelconque. Par exemple, le montant, c'est une valeur, c'est une entité qu'il faut extraire de la phrase. Quelle que soit la façon de dire en disant en mode impératif, réserve-moi ou je veux, je voudrais, on s'en fiche. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de l'avion, c'est la destination, c'est le prix minimum, c'est l'heure, c'est des critères à extraire, c'est des entités. Intention, utérance, entité, interrogation surprise ce soir, attention. Et du coup, pour alimenter l'intelligence du bot, parce qu'on dit que c'est là qu'il y a de l'IA, il y a du machine learning. Le machine learning, en fait, c'est on alimente le cerveau de la machine, le programme de la machine, avec plein d'exemples, et on dit, cet exemple, ça correspond à telle catégorie. Cette utérance, ça correspond à telle intention. On lui alimente, et là c'est un gros boulot manuel, on va décharger un maximum d'informations pour lui dire, toutes ces phrases veulent dire la même chose. Et tous les mots importants, les entités, c'est celle-là. C'est un boulot énorme, c'est de 20 à 200 minimum utérances par intention. Donc quand je dis je veux réserver un avion, il faut que je me tape 200 phrases à rentrer dans le chatbot en tant que développeur pour qu'ils comprennent les différentes formulations de mes utilisateurs. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul pour le faire. Il y a d'autres développeurs qui vont le faire. Et il y a d'autres métiers qui peuvent vous aider. Mais c'est un gros travail d'alimentation du chatbot. C'est comme un enfant, si vous voulez lui apprendre à parler, si vous ne lui parlez pas, il n'apprendra pas. Donc là, il faut donner des exemples. Et tout ça, à la fin, ça rentre dans l'intelligence du chatbot. Il est heureux, il croit qu'il apprend quelque chose. Mais il faut faire confiance aux utilisateurs. En général, ils vont dire des phrases auxquelles vous n'avez pas pensé. C'est bête, hein, mais vous, devant votre ordinateur, vous allez taper des trucs. Ah, moi, je pense qu'ils vont dire GRDP, confidentialité, GRDP, ils vont l'écrire. Non. Ils vont dire, qu'est-ce que vous faites avec mes données? Ils vont dire ça, les utilisateurs. Ils ne vont pas parler de mots-clés. Ils ne vont pas parler, on a travaillé pour une banque. Ouais, le TAEG, c'est combien? Non. Non, on va dire quel est le taux de remboursement ou le taux d'imposition ou plein de trucs dans le genre. Mais les utilisateurs ne connaissent pas forcément le langage métier, le langage technique. Et ils ont d'autres façons d'utiliser les chatbots. Donc faites confiance aux utilisateurs pour dire des choses bizarres.
Donc votre vraie première priorité, la deuxième priorité, une que je vous ai mentionnée tout à l'heure, c'est définir le scénario et collecter les utérances. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, il n'y aura pas de chatbot. Dire on fait un chatbot qui répond aux besoins d'utilisateurs, mais on n'a personne pour alimenter le chatbot, ça ne fera pas un chatbot. Et du coup, pour alimenter le chatbot, vous avez peut-être un historique de chat, des logs de discussion, qui peuvent servir en partie à alimenter le chatbot, des statistiques de support, de téléphone, d'email, qui vont permettre de dire « Ah, les gens posent ce genre de questions au chat » ou demandent ces questions au support. C'est pas nous, on va mettre la FAQ, c'est facile, on l'alimente, mais la FAQ, personne n'y va. Du coup, ça sert à rien de la mettre dans le chatbot. De quoi a besoin votre utilisateur? Il a besoin de certaines choses pour savoir, c'est des statistiques, des analytics. Un truc sympa, c'est le magicien d'Oz. Pour ceux qui se rappellent de ce livre, ou de ce film, de ce dessin animé, il y avait une sorte de grosse machine, une sorte de monstre qui répondait à tout. Derrière, c'était un humain. Ben, vous pouvez faire ça. Faites un magicien d'Oz. Faites un faux chatbot, c'est un chat avec un humain qui se fait passer pour un bot. Mettez-le en prod et voyez comment les gens lui parlent. Alors, c'est sûr, il faut que l'humain ait les réponses. Il faut qu'il réponde à la masse de demandes. Mais si vous déployez ce chat en disant « Salut, je suis un chatbot », mettez ça sur 5% de vos utilisateurs et voyez comment les gens posent des questions. Ça sera des vraies questions réelles venant du terrain. Pas des choses imaginées. Pas, on a fait venir un panel d'utilisateurs, on leur dit « Imaginez que vous avez cette question, comment vous la poseriez ?» C'est pas du temps, c'est pas du réel. On les a mis en situation. Ils pensent qu'ils vont poser la question comme ça. Vous leur dites, vous voulez un chatbot? Ouais, j'en veux un. En vrai, ils l'utiliseront peut-être pas. Donc, faites du magicien d'Oz, du déploiement en temps réel, pour voir du Lean UX, du prototypage rapide. Il y a plein de méthodes pour essayer d'avoir un chatbot qui a du sens et qui répond aux bonnes questions. Si on va plus loin, dans le chatbot, il y a l'arbre de conversation. Ben, c'est un vrai arbre. C'est de la discussion. Il y a des discussions simples. C'est pas très joli, mais grosso modo, c'est de la FAQ. Quelqu'un pose la question, hop, il y a la réponse. Le bleu, c'est la réponse de l'utilisateur. Ça va pas loin, c'est assez simple, c'est assez linéaire. On a des choses plus complexes. La personne me pose une question, ah, mais en fonction de ce qu'il m'a dit, je l'embraye sur un autre scénario ou un autre sous-scénario et encore un autre. C'est un peu plus complexe. Il y a du conditionnel, c'est du script, comme votre support en a. Ah, quand la personne me dit ça, je lui pose cette question. C'est la même chose. C'est pas magique, c'est vous qui devez l'implémenter. Et qu'il faut réfléchir parce qu'en chatbot, les gens ne vont pas parler de la même manière que sur un chat humain ou par téléphone. Du coup, il y a des arbres de conversation à créer sur mesure pour les chatbots. On peut aller sur ça. On a fait ça pour un assureur aussi. Et ça, c'est une des 3 pages. On a 3 pages comme ça d'arbres de conversation avec plein de conditions. Il y a 200 conditions. Ça représente un formulaire avec juste 20 questions. C'est pour faire un devis d'assurance. Il y a 20 questions. Ça fait 3 fois ça à implémenter. Avec plein de conditions. Parce qu'en fait, un formulaire, bah voilà, il y a plein de conditions à gérer, et c'est pas magique. Et c'est aussi complexe que faire une application mobile. Votre site web ou l'application mobile qui contient le formulaire de saisie de devis, il y a ces conditions. Elles ont été implémentées à un moment ou à un autre, bah, il va falloir les réimplémenter dans le chatbot. Et du coup, on touche à un truc qui s'appelle la conversational UX, la user experience conversationnelle. Si vous voulez faire un chatbot, ne mentez pas. Dites que c'est un chatbot, il ne sait pas répondre à tout. Il a potentiellement une identité, un ton, un registre. Est-ce qu'on tutoie l'utilisateur? Est-ce qu'on le vouvoie? Est-ce qu'on lui parle de manière très friendly, très chaleureuse? Est-ce qu'on est très formel, très procédurier? Le chatbot doit expliquer ses capacités. Si vous dites « Salut, je suis le chatbot, j'ai toutes les réponses », il y a beaucoup de chances qu'il n'ait pas toutes les réponses. Les utilisateurs vont poser des questions non attendues. Par contre, si vous dites « Je suis votre chatbot qui répond aux questions sur les clauses de votre contrat », hop, on a réduit le scope et les gens ne vont pas s'amuser à poser des questions bizarres. Donc faites attention, explicitez les capacités du chatbot. Si le chatbot ne comprend pas, faites des reformulations. Donc le chatbot, s'il ne comprend pas, il dit « Je ne suis pas sûr d'avoir compris, c'est entre 2 intentions différentes. » Ben, laquelle est la bonne? Donc quelqu'un a codé un moment en disant « Quand il y a la question qui est un peu vague, je repose 2 questions pour affiner. Une question avec 2 choix pour affiner. » Et essayez d'éviter les impasses. On a eu le cas, voilà, le chatbot a besoin de connaître la date de naissance de la personne, elle ne voulait pas la donner, bah, il est bloqué, il ne peut pas avancer dans le formulaire, c'est dommage, c'est frustrant, et essayer d'éviter les impasses, et aussi essayer de gérer les interruptions, de gérer les modifications. La personne a commencé à taper quelque chose, elle a avancé dans le scénario, elle s'est dit « Ah mince, en fait, c'est pas ça, je voulais déclarer un dégât des eaux dans ma cuisine et mon salon, est-ce que je peux changer ?» Dans un chat, en général, on n'arrive pas à changer. Dans un formulaire, on peut changer. Donc trouvez des moyens d'ergonomie pour permettre ces changements, ou au moins gérer le fait que la personne veut se corriger, veut changer d'avis. Et permettre le bot to human handover ou handoff, c'est le passage de relais.
Quand la personne n'est pas contente, quand le bot ne sait pas répondre, transférez le plus rapidement vers un formulaire de support, vers le chat humain, vers le téléphone, un call to play, un click to call, ce que vous voulez, mais ne laissez pas la personne sur un chatbot si le chatbot ne sait pas répondre. C'est un gros travail et ça va permettre de remonter les statistiques de satisfaction du chatbot. Parce qu'il a répondu, au moins il a redirigé. Adaptez vos réponses à la plateforme. Il y a des quick replies, c'est des boutons rapides. Des fois, il n'y a pas besoin de mettre du langage naturel, des phrases longues. On lui dit « Êtes-vous un homme ou une femme ?» C'est 2 clics. On ne va pas lui dire « Êtes-vous un homme ?» Je suis un homme. Et là, on a un algorithme de machine learning, de l'IA, qui doit apprendre « Je suis un homme, c'est un homme ». Non, c'est un bouton, c'est un clic. Il n'y a pas besoin de mettre de l'IA partout, ou de prétendre de mettre de l'IA partout. C'est ce que je mets en bas. Est-ce qu'on a besoin de cette interprétation du langage, le NLU, de bout en bout? Surtout quand on a de la FAQ et des questions fermées. Date de naissance, il n'y a pas de l'IA pour analyser la date de naissance. Éventuellement, quand on dit de quand date l'accident ou le dégât des eaux, d'environ 3 mois, ok, il faut analyser environ 3 mois, mais ce n'est pas de l'IA. Par contre, la première phase, qui est la préqualification du problème, c'est pour un dégât des eaux, c'est pour un accident corporel, c'est pour une résiliation. Là, il faut analyser le langage pour comprendre vers quel sous-scénario on le redirige. Justement, en termes d'expérience, il y a 2 types de chatbots. Il y a les chatbots très bulles, c'est des bulles de discussion, comme vous avez sur votre téléphone, dans la messagerie. Ça marche bien, c'est sympa, c'est ludique. Il y a c'est pas une néobanque, mais une application qui s'appelle Lydia App, qui fait du transfert d'argent. Eux, ils se sont dit, on va mettre pas un chatbot, on va mettre un bot. C'est-à-dire que c'est pas du chat, on n'est pas en train de taper dans des bulles et attendre des réponses. C'est un champ libre, on dit, quel est votre problème? On n'a pas dit, bonjour, je suis un bot, posez-moi votre question, c'est, quel est votre problème? L'utilisateur dit, le virement n'a pas marché, et le système lui dit, ok, c'est le virement qui n'est pas passé pour le destinataire ou pour vous en tant que débiteur. On clique, et après on dit, ok, c'est quel compte? On clique, et il y a le prédiagnostic sur le virement, ça met 3 jours, ou effectivement le compte est bloqué. Ça ne ressemble pas à un chatbot, mais c'est du chat, et il y a la phase d'interprétation du langage naturel qui est en haut, c'est quand la personne tape son problème, on qualifie le besoin. Il y a ces 2 facettes du chatbot, soit très chat, c'est le mot, soit très bot, avec automatisation et parcours analytique et de diagnostic du problème. Ça vous va jusqu'ici? Il y aura plein de questions après si vous voulez. La dernière brique, c'est les API. Si votre chatbot n'est connecté à rien, potentiellement, il ne va pas servir à grand-chose. Il est connecté à la FAQ, votre FAQ, peut-être qu'elle marche bien, peut-être que votre moteur de recherche marche très bien. La mettre dans le bot, c'est juste, on l'expose sur un autre canal. C'est utile. Après, la question, c'est à quoi sert votre chatbot, comment on va le valoriser? Votre chatbot a la même valeur que les données que vous lui fournissez. Si vous le connectez à rien, s'il n'y a pas de data derrière, votre chatbot n'a pas de valeur. Et donc là, il faut se poser des questions. Est-ce que votre FAQ a de la valeur? Est-ce que les clauses du contrat précis de l'utilisateur a de la valeur? En tant qu'utilisateur, je dirais oui. Est-ce que les montants ont des valeurs? Oui, j'ai envie de connaître les mensualités. Par contre, si on me dit les mensualités s'étalent entre temps et temps, c'est pas personnel, ça me donne pas ma réponse. Je veux mes mensualités, je veux mon compte. Donc ça a de la valeur si on me donne quelque chose de précis. Le suivi du remboursement, pareil. Si on me dit ça prend en général 3 semaines, je ne sais même pas comment le process il a avancé de votre côté en bac. Du coup, c'est 3 semaines à partir de quand? Je ne sais pas. Par contre, si vous me dites le remboursement arrive dans 3 jours ou il faut encore une semaine, là, il y a de la valeur pour l'utilisateur. Donc, creusez sur qu'est-ce qui a de la valeur pour l'utilisateur et mettez ça dans le chatbot en premier. Si vous mettez le truc facile, c'est les conditions générales des contrats, mettez-le dans le bot. Qui est le directeur de l'alliance, mettez-le dans le bot. Ça ne sert à rien, personne ne pose la question. Mettez les choses qui ont de la valeur pour l'utilisateur. Je dis ça parce que c'est des vrais cas qu'on a eu sur d'autres projets où on alimente. On a des choses, on les met. Du contenu éditorial, on met tout le blog sur le chatbot. Ça ne sert à rien. Comment se passe un projet de chatbot? Pour ceux qui ont commencé, vous pourrez réagir si ce n'est pas ça, mais grosso modo, il y a des métiers, des rôles théoriques. Ça peut être la même personne qui fait plusieurs choses, mais il y a des rôles. Il y a le responsable métier, le PO, le product owner, qui va essayer de comprendre pourquoi on fait un chatbot et de prendre des décisions. On a quelqu'un qui est plus spécialisé en UX, un UX designer ou un CUX, Conversational User Experience Designer, qui va façonner l'identité du bot, les interactions. On a un développeur qui va prendre le bot et l'intégrer sur le site web, sur l'application mobile ou n'importe où. On a le développeur en lui-même qui va créer
l'intelligence, le script de conversation du bot. On a le linguiste. Il y a certaines entreprises qui font appel à des scénaristes, à des dialoguistes, à des linguistes qui vont entraîner le bot avec des phrases pertinentes qui ont du sens et des interactions qui ont du sens. Attendre des phrases très complexes de la part de l'utilisateur. Par exemple, la question de tout à l'heure, c'est « je veux faire un voyage ». Je veux faire un voyage à 300 € pour Paris, vers Berlin, machin. La phrase est longue. En tant qu'humain, je la ferai jamais sur un bot. Surtout en mode dictée vocale. Je ne suis pas sûr de pouvoir enchaîner la phrase d'un coup sans respirer pour la dicter au bot. Ça va être plutôt, je veux faire un voyage, et là le bot va me dire, ok, c'est quoi la destination? Et je fais des questions-réponses très simples pour alimenter le formulaire de recherche et de conseil. Et ça, c'est le linguiste et l'entraîneur qui vont concevoir ça avec l'UX designer pour se dire, qu'est-ce qu'on propose à l'utilisateur comme mode d'interaction. Et à la fin, il y a un superviseur. Parce qu'un chatbot qui va en prod, il faut le superviser. Il y a des choses qui vont se passer en prod. On va examiner les interactions entre l'utilisateur et le bot, et il faut voir, est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe mal, est-ce qu'il y a des nouvelles tendances. Ah, c'est Noël, les gens vont commencer à poser des questions sur l'assurance, par exemple en fin d'année, électrocution par sapin de Noël, bah, c'est des nouvelles questions d'hiver, il faut superviser pour voir si ces questions arrivent, et être proactif pour les mettre dans le chatbot, parce que sinon votre bot ne répondra pas à la question. Il y a des moments importants dans le projet, atelier vision, cadrage, atelier fonctionnel, atelier UX, atelier avec l'équipe IT, avec le légal, la sécurité, avec les utilisateurs, transfert de compétences quand on développe pour que le prestataire nous donne nous forme. Ça, j'ai pas dit chatbot dans ce que je viens de dire, ça marche pour tous les projets, du web, du mobile, c'est les mêmes étapes en théorie, et ben pour les chatbots c'est pareil, juste légèrement thématisé chatbot. Normalement vous aurez les slides après si vous voulez voir exactement ce qui se passe. Mais ce sont les moments clés du projet. Du coup, si on devait synthétiser, un projet de chatbot, c'est quoi? C'est un projet de développement logiciel comme un autre. C'est du développement, comme du web, comme du mobile. Il faut ouvrir ses API, le système d'information, les services tiers. Il faut héberger une logique conversationnelle. C'est donc l'arbre de conversation. Il faut l'héberger avec du technique et du métier. Comment on maintient demain la FAQ change? La FAQ a changé sur le site web. Comment on fait pour la maintenir aussi sur le chatbot? C'est des choses à faire parce que les deux ne communiquent pas forcément de manière automatique. Il faut avoir des ressources pour entraîner, superviser et faire la maintenance du chatbot. La maintenance, c'est la logique de conversation, on l'a dit, c'est le contenu éditorial type FAQ, les phrases type demain il y a une nouvelle réglementation, Sapin 2, RGPD ou autre, il y a des nouvelles formulations, des nouvelles clauses, va falloir les taper dans le bot pour qu'il réponde ça. Parce que les réponses du bot, c'est quelqu'un qui les a écrites avant de manière déclarative. Et les briques techniques aussi, il faut les maintenir. C'est pas magique, c'est pas plug and play et ça marche tout seul. Du coup, superviser, c'est important. À J0, le jour du déploiement, il faut superviser. Les gens vont poser des questions auxquelles vous n'avez pas pensé. À temps plein, vous devez avoir quelqu'un qui regarde les logs de discussion et qui dit « Ah, ça s'est mal passé, il y a des nouvelles phrases ». Et en quelques clics, remettre à jour le bot, ça peut se faire en quelques clics, remettre à jour le bot pour qu'il comprenne des nouvelles phrases. Au bout d'une semaine, pareil, il y aura encore des tendances qui vont apparaître, des signaux faibles qui vont s'agrandir sur ah, les gens commencent à demander ça. Pareil, à 30 jours, et éventuellement, tous les 15 jours, il faudrait superviser le bot. Il y aura toujours des nouvelles tendances, des nouveaux besoins qui viennent de vous, qui viennent des utilisateurs. Et en fait, la supervision, elle commence même avant de mettre en prod. Si vous faites des projets pilotes, des bêtas, ou n'importe quoi qui touche des utilisateurs, une population, superviser pour voir ce qui se passe et ajuster le chatbot. C'est important. La supervision, et en fait, c'est votre vraie priorité. Si vous n'êtes pas prêt à superviser le chatbot en production, ne faites pas un chatbot. J'ai listé plein de priorités, c'est toujours top priorité, mais ça, c'est la priorité sous-jacente. Est-ce que vous êtes prêt à faire l'effort de superviser un chatbot, d'avoir quelqu'un à temps plein, quasi à temps plein, pour superviser? Un webmaster, éventuellement, un community manager, éventuellement. On appelle ça des chatbot masters, des entraîneurs de chatbot. Julia disait aussi chatbot officer, machin. Mettez pas un chatbot officer, c'est un rôle transverse qui coordonne les projets chatbot au sein des différentes entités. C'est pas son rôle de superviser au quotidien le chatbot et ses réponses pour le périmètre fonctionnel. Là, vous devez avoir quelqu'un de spécialisé sur le métier, qui regarde les questions et qui prépare les bonnes réponses. Si vous n'avez pas de superviseur, il n'y a pas de projet chatbot. Donc, il faut faire de la supervision. Notamment pourquoi? Voilà, un chatbot qui me dit « Comment vous décririez le terme chatbot à votre grand-mère » Ma grand-mère, elle est décédée. « Oh, merci beaucoup !» C'est dommage. Faut pas faire ça.
Et ça, il n'y a que la supervision qui va permettre de détecter des maladresses au niveau ergonomie, des maladresses au niveau implémentation, se rendre compte que le bot ne répond pas aux bonnes questions. Ça serait dommage quand même qu'on aille sur ça. Du coup, en synthèse, c'est un marché en émergence, très prometteur, il faut y aller, il faut identifier correctement les use cases. Les utilisateurs ont encore besoin de temps pour adopter les chatbots. Voilà, dans la salle. Même moi, je développe des chatbots au quotidien. Chez moi, j'ai mon Google Home, je lui pose 3 questions dans la journée. Dans la poche, j'ai des assistants, je leur parle pas du tout. C'est pas encore rodé, même dans mon habitude en tant que développeur de bots, c'est pas encore rentré, notamment parce qu'il n'y a pas les bons services au bout. Il n'y a pas les bonnes entreprises qui me fournissent des bots utiles au quotidien. Quand elles le feront, j'utiliserai les bots. Mais en attendant, des jeux sur des bots qui font des jeux, des bots qui me font des quiz, des bots qui me font des FAQ qui ne servent à rien au quotidien, j'y vais pas. Moi, j'attends le bot où je peux dire quel est mon solde. Et là, il y a 0 banques qui font un bot qui donne ton solde, qui donne votre solde. Pour des raisons légales, techniques ou autres. C'est dommage, c'est l'information dont j'ai besoin. Un projet de chatbot doit être abordé comme un vrai projet, avec un début, un milieu, une fin, et une supervision, une maintenance. Pas forcément une maintenance tiers fait en offshore, parce que si vous donnez ça en offshore, dans des pays pas forcément bien francophones, votre chatbot ne parlera pas français à la fin. Donc faites attention, c'est pas plug and play magique, oh, je mets un chatbot et ça marche, et surtout je pars en courant, je l'ai déployé et je l'oublie. Non. On n'oublie pas le chatbot quand il est en prod, sinon c'est comme un site web qui sert à rien, ou une application mobile qui sert à rien. Ce n'est plus utilisé, ça insatisfait les gens. Donc faites attention avec votre chatbot. Ne le voyez pas comme un service à part entière. Je monte une entité chez Allianz, chatbot. On va faire des nouveaux chatbots. Non. Et c'est autonome. Non. C'est une facette de la relation multimodale, multicanal, appelez-la comme vous voulez, multidigitale, tout ce que vous voulez, mais c'est une des facettes. C'est un des canaux. Ça ne va pas remplacer le support client, ça ne va pas remplacer le site web, ça ne va pas remplacer l'application mobile avant encore 3-4 ans, ou même plus. Mais une partie de votre population voudra utiliser des chatbots. On ne sait même pas où vont les chatbots actuellement. Le marché il est en pleine effervescence, on ne sait pas où ça va aller. Allez-y quand même, testez, mais de manière itérative et sans se prendre trop la tête, on ne sait jamais. Notamment, investissez sur les principes d'interface conversationnelle, c'est là où il y a de la valeur. Votre arbre de conversation, quelle que soit la technologie que vous utiliserez en dessous, l'arbre, il faudra le refaire. C'est lui qui a de la valeur. C'est votre métier, l'arbre de conversation. Les phrases d'entrée, les utérances, c'est votre métier. C'est ça qu'il faut garder. Et choisir telle plateforme ou telle autre, c'est pas grave. Dans deux jours, elle se fait racheter ou elle ferme. C'est pas sur ça qu'il faut investir. C'est sur la phase amont, qui sont les data, les phrases, le use case notamment. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai parlé vite, c'est pour laisser plus de temps pour les questions. On peut allumer la lumière si vous voulez, comme ça je vois qui lève la main. Il y a une question au premier rang. Bonjour, merci pour cet exposé. Vous avez parlé d'un chatbot de vie assurance, est-ce que ça a marché ou pas? Non. Le principe du projet, c'était faisons un chatbot qui aide à réaliser le devis d'assurance automobile. 20 questions, je vais dire un gros mot, c'est chiant. Un chatbot qui me harcèle avec 20 questions tarifaires. Quand a été immatriculée votre voiture? Quelle est la date de mise en service du véhicule? J'en sais rien. C'est quel élément là sur ma carte grise? Je sais même pas. C'est P0, P9? Je sais pas. Et si j'ai pas ma carte grise, je dis il y a 3 ans environ. Ah non, il faut une réponse précise. Sinon le tarif n'est pas le même à une année près ou à un mois près. Du coup, ça marche pas. Les gens veulent pas utiliser un chatbot pour se faire harceler avec 20 questions. Par contre, pour faire une estimation, là, ça a du sens. 5 questions, pour avoir un ordre de grandeur, ça va. Quand quelqu'un fait un devis d'assurance quelconque, il se met devant son ordinateur, il prépare sa paperasse, il ouvre 3 onglets avec un comparateur et 2-3 sites d'assurance, et il sait qu'il va galérer un petit peu. Vous lui mettez un chatbot un peu ludique, un peu sympa, c'est « Salut, je suis le chatbot Allianz », ça ne donne pas envie, ça ne va pas rassurer, et surtout, la personne veut un ordre de grandeur. Avoir une recherche aussi sur les clauses exactes, mais il ne va pas vouloir passer 1 heure à remplir contractuellement les choses pour qu'on lui dise « Je vous mets en relation avec un conseiller pour avoir le prix exact ». Ben non, le chatbot ne sert à rien dans ce cas-là. Donc, par contre, une estimation, c'est ce que veulent vos utilisateurs, c'est une estimation. Ok, ma voiture est vieille, elle est récente, j'ai déjà eu des accidents, oui ou non, et on me dit, voilà, tu rentres dans telle catégorie, le prix c'est à peu près ça. T'en veux plus? Ok, on va creuser avec un vrai devis, mais aller le plus vite, répondre rapidement à une demande triviale de l'utilisateur.
faire un devis, c'est pas une demande triviale. C'est engageant pour vous et pour eux. C'est un peu plus pénible. C'est pas le chatbot pour l'instant. Peut-être demain, les utilisateurs vont kiffer les chatbots pour faire ça, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc non, ne faites pas un devis pénible sur chatbot. Je peux une deuxième question? Oui. Est-ce qu'on a une idée du persona, enfin du type de personnes qui aiment utiliser les chatbots? Moi, dans ma tête, intuitivement, je me dis c'est plutôt les jeunes, les ados. Eh ben non. Il y a pas de règle en fait. Dans les études qu'on a faites, il y a des vieux qui aiment bien les chatbots, des vieux ou des vieilles, des personnes âgées qui aiment les chatbots. Il y a des jeunes qui aiment les chatbots. Il y a des jeunes qui aiment pas, qui disent oh non, encore un chatbot, c'est relou et tout, on me prend pour un gamin. Voilà, infantilisation. Ou juste la forme du chatbot peut être pénalisante. Le chatbot est trop ludique. C'est un smiley qui rigole ou c'est un animal. Non, si je sais que j'ai une tâche un peu pénible, je veux parler à ma banque, on va pas me mettre un kangourou qui saute. Mais ça pourrait être ça, hein, ou un écureuil. Par contre, la Lydia App, c'est ça. Ils ont dit, on va pas personnifier le bot. La personne, elle a un problème de support, elle écrit sa question, on lui répond. Point. Il n'y a pas d'identité et ça marche. Ça ressemble à un moteur de recherche. Et il y a des fois des formulaires de saisie qu'on déguise en chatbot, des moteurs de recherche qu'on déguise en chatbot. Ben, on pourrait faire le contraire. C'est on déguise un chatbot en formulaire ou on déguise un chatbot sous forme de moteur de recherche et ça pourrait passer aussi bien. Donc il n'y a pas de vraies règles. La seule chose, c'est tester et potentiellement, vous allez toucher qu'une partie de la population, un peu éparse. C'est un peu des jeunes, un peu des vieux, un peu des technophiles, un peu des néophytes. Ils vont chacun aimer le chatbot pour une raison différente. Mais pour l'instant, ce n'est pas généralisé. Après, il peut y avoir un truc, c'est que demain, il y a une super pub à la télé pour Apple et une banque qui font un partenariat en disant le chatbot ultime, ça va donner aux gens, envie d'utiliser un chatbot pour ce use case. Parce qu'ils ont vu une pub qui leur dit c'est magique. Après, bon, les attentes vont descendre, la passion va redescendre, mais ça peut être ça. Il peut y avoir un phénomène de mode qui va attiser les envies sur les chatbots. Pour l'instant, on n'y est pas. Autre question? Au milieu, ils sont très actifs. Sur les côtés, réveillez-vous. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'abord pour cette présentation. Donc, pour moi, justement, je connaissais un peu le chatbot sans le savoir que ça s'appelle comme ça, le chatbot. Franchement, pour moi personnellement, je trouve qu'il manque de crédibilité par rapport aux réponses qu'on obtient auprès de ce chatbot, sachant qu'on ne le connaît pas personnellement puisque c'est un robot qui fonctionne derrière. Donc je voulais savoir par rapport à l'évolution que vous êtes en train de se préparer dans les années à venir, est-ce que vous travaillez sur ce côté-là de crédibilité, de gagner l'assurance, pour que les clients soient... Voilà, pour avoir déjà confiance et être rassurés surtout par rapport aux réponses obtenues. Est-ce qu'on peut les prendre au sérieux ou c'est juste à titre informatif et qu'il fallait quand même insister pour avoir quelqu'un derrière le téléphone pour avoir une bonne réponse? La réponse n'est pas facile, ça dépend de ce que vous mettez dedans. Un chatbot, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bête comme ses pieds. Il est aussi intelligent que ce que vous lui apprenez. Donc si vous n'avez pas mis une équipe métier derrière le chatbot pour l'entraîner, pour lui dire cette question-là, ça donne cette réponse-là précise avec un appel à une API quelconque pour donner une vraie valeur. Si vous n'avez pas fait ce boulot-là, le chatbot, il est superficiel. Effectivement, les gens, ils vont lui poser des questions, ça va comprendre la moitié des choses, ou pour l'autre moitié, ça va dire j'ai pas compris, ou j'ai pas la réponse. Le chatbot n'est pas crédible dans ce cas-là. Si vous faites des vraies études UX, de quoi a besoin mon utilisateur, et vous travaillez vraiment sur comment la personne va l'exprimer et comment je dois lui répondre, là, vous allez faire quelque chose de pertinent. La pertinence, c'est ça, c'est répondre à quelque chose qui a du sens. Pas le même sens que Julia, mais quelque chose qui a du sens, qui approche l'utilisateur de sa finalité. Il avait un but, on lui répond. Si on ne lui répond pas, on lui envoie des généralités, ça ne sert à rien, il n'est pas crédible. C'est pas magique, la techno, elle n'est pas magique, c'est des gens derrière. Oubliez le mot chatbot, oubliez le mot IA. Si vous faites juste un programme, un site web, dans lequel il y a une barre de saisie et qui donne une réponse, est-ce que vous avez la réponse à donner? On oublie IA. Il n'y a pas d'IA dans les chatbots. Enfin, pas vraiment. S'il y a des gens du Data Lab, n'ayez pas peur. Je vous enlève pas votre boulot, mais il n'y a pas vraiment d'IA. C'est pas magique. C'est des choses à coder, c'est des règles métiers à définir. Et c'est là où ça devient pertinent. Après, si on le package en mode un peu ludique, avec une identité d'accompagnement, le fait que le bot repose des questions pour affiner les demandes, c'est sympa, ça accompagne la personne. Et ça le rend un peu crédible parce qu'on a essayé de comprendre mon besoin et on m'a donné la bonne réponse. Autre question? Bonjour. C'est toujours ce côté-là. Hein. Merci pour votre présentation. J'aurais deux questions en fait. La première, c'est de savoir si vous aviez vu le film Her. Oui.
Et la seconde, c'est de savoir en fait si, selon vous, on verra ce type de chatbot ultime de notre vivant. Alors, dans Her, il y a deux choses. Donc, c'est un film où il y a une IA dans l'ordinateur et le héros tombe amoureux de son IA. Et c'est pas le seul héros à tomber amoureux de l'IA, qui a une belle voix, c'est la voix de Scarlett Johansson. Et en plus, à un moment, l'IA, elle décide, bon, j'ai fini, j'ai appris ce que je voulais apprendre sur les humains, je me barre et tous les ordinateurs s'éteignent. Grosso modo, ça. Il y a deux choses. Être amoureux de son ordinateur, il y a déjà des gens qui sont amoureux de leur ordinateur, qui se marient dans certains pays. Parce que le bot, l'IA, on lui a donné une tellement belle personnalité. Elle est disponible 24 heures sur 24, elle dit oui à tout, elle marche bien, enfin elle a l'air de bien marcher, elle est complaisante. Ben voilà, ok, c'est la compagne ou le compagnon parfait. Il y a des gens qui sont dans cette relation superficielle. Après, une IA qui est vraiment intelligente, à Terminator, doucement. Hein, c'est comme disait, je cite encore Julia, mais c'est des humains qui sont derrière pour l'instant. On programme des choses, on programme des règles. Le seul truc, c'est on va dire au chatbot ou à l'IA, il y a un but, vas-y de manière la plus optimale. C'est ça le rôle d'une IA, c'est d'optimiser un parcours vers une destination, vers un but quelconque, résoudre un problème, ne pas écraser quelqu'un. C'est quoi le meilleur parcours? Vous connaissez les Roomba, c'est les robots d'aspiration. Ils ont commencé à programmer une IA en plus de ça, où ils lui ont dit, à chaque fois que tu te cognes, il y a des capteurs en frontal, tu te cognes contre un meuble, tu perds 2 points. Voilà, il y a une sorte de pénalité, et le but c'est que quand il fait son passage aspirateur, il perd le moins de points. Et le bot, il a compris, l'IA a compris qu'il fallait rouler à reculons parce qu'il n'y a pas de capteur derrière. Du coup, il n'est pas pénalisé puisque les interrupteurs ne sont pas percutés quand il roule en arrière. Il cogne les murs, mais c'est pas grave, les interrupteurs n'ont pas été percutés. L'IA a optimisé son parcours, il voulait ne pas être pénalisé en ne cognant pas les interrupteurs. Voilà. Les IA, ça reste quand même très bête, très directif. Il y a des choses qui font peur. Là, quand on demande à Google Home ou autre quel est l'âge d'Emmanuel Macron et comment s'appelle sa femme, c'est une phrase complexe, ça donne la réponse. Derrière, c'est Google, ils ont plein de réponses déjà. Il y a quelqu'un qui a entraîné le truc en disant quand il y a la question d'Emmanuel Macron, il faut formuler la phrase comme ça. C'est un humain qui a formulé la phrase. Il y a des humains derrière Google Home et derrière Alexa, Siri, qui ont préparé des réponses, pas toutes les réponses, mais des modèles de réponses pour certains types de recherches. Il y a un côté éthique. Quand je vais parler à mon Google Home et je vais lui dire bonjour, je cherche un bar pas très loin, il va me dire il y a le bar ici. Si je lui dis salut, je veux me torcher la gueule, il peut avoir une question d'éthique. Le bot ne devrait pas répondre. Il devrait analyser l'éthique de ma phrase pour me dire ah non, mais je suis un peu puritain, tu devrais pas le faire. C'est une vraie question en fait. Le bot, est-ce qu'il doit distinguer la neutralité du net? J'ai le droit de faire une recherche. Est-ce que j'ai le droit de poser ce genre de questions? Quels sont les meilleurs acteurs américains? Quels sont les meilleurs acteurs juifs? Est-ce que j'ai le droit de poser ces questions-là? Pour l'instant, les IA ne font pas la distinction. Si on veut faire la distinction, c'est un humain qui va classifier les deux types de questions en disant ça, on va répondre, ça, on ne va pas répondre. On va faire une réponse générique, faudrait pas le faire. Pareil, quand il y a des insultes, quand on insulte un chatbot, c'est un humain qui s'est tapé tous les gros mots et qui a dit ça, faut pas répondre. Ou faire une blague dessus. Il y a la génération automatique de langage, elle n'existe pas. Le chatbot, il répond que ce qu'on lui a appris à répondre. Donc on n'y est pas encore sur Her, même s'il y a des choses qui ressemblent. Cortana, sur tous les ordinateurs Windows 10, elle est sympa, on fait hey Cortana, quelle est la météo? Petite pop-up avec la météo. Quel est mon prochain rendez-vous? C'est des humains qui ont programmé sur le fait qu'on demande la météo. Vous pouvez faire le test. Hey Cortana, ne me donne pas la météo à Paris, elle vous donnera la météo. Il n'y a pas d'IA. Enfin, il n'y a pas d'IA avancée, d'IA forte, comme ce qui était mentionné. C'est pour le futur, donc dans 5 ans, on pourra se reposer les questions. Ça bat les gens aux échecs, aux jeux de Go. Ils sont très spécialisés, très forts sur l'optimisation, mais on n'est pas encore sur l'autonomie, sur les chatbots. Voilà, il n'y a pas d'autonomie sur les chatbots. Question au fond. Le chatbot de base ne comprend pas les fautes d'orthographe, les smileys. Il y a un humain, à un moment, pas forcément dans votre équipe, c'est peut-être dans l'équipe de Microsoft qui vous met en place la plateforme de chatbot, la brique technique, le prestataire qui vous fournit la brique technique. Ils vont dire ah nous on gère déjà les gros mots, les synonymes, les fautes d'orthographe, parce qu'on a un dictionnaire. Et ce dictionnaire, ils l'ont récupéré quelque part, soit de la saisie, soit une importation de quelque part, mais c'est pas natif potentiellement. Il y a des dictionnaires qui existent, il y a des corpus de mots avec des similarités. Quand on dit chien, chat, félin, ça se ressemble, il y a des synonymes. Mais ce n'est pas de base dans tous les chatbots. C'est dans le chatbot un peu smart où il y aura la sémantique. Mais pour l'instant,
c'est des dictionnaires. Si vous faites demain un chatbot, il y a très peu de chances qu'il vienne avec un dictionnaire métier. Ça va être à vous de taper les phrases et de gérer les fautes d'orthographe, de gérer les smileys, de gérer les abréviations, le langage SMS. Ça va être à vous de le faire ou à votre prestataire de vous aider à le faire. Autre question. On a encore un peu le temps, je crois. La dernière. Dernière ? Ouais. Et c'est un bot qui va répondre. Non, c'est bon ? Ah si. Quel est votre plus beau succès de chatbot? Alors c'était un chatbot qui ressemblait pas à un chatbot. Pour une société, on a fait un compagnon. C'est une flotte d'employés qui va sur le terrain et ils ont souvent des questions. Voilà, sur est-ce que quand je vais sur le terrain aujourd'hui, je dois prendre ma capuche parce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il y a des risques de grêle? C'est quoi les tarifs que je propose? C'est quoi les nouveaux services? Donc ils ont besoin au quotidien d'informations parce qu'ils n'ont pas tout le catalogue des produits en tête. Ils ont leurs clients en face qui leur posent des questions. Et on s'est dit, on va leur mettre un chatbot. Ils vont pouvoir dicter à la voix les choses, taper du texte. On s'est rendu compte que ça ne marchait pas en fait. Cette phase-là, à un moment, je suis face à mon client, il me pose une question, je fais combien ça coûte ce truc-là? Bougez pas, attendez. Combien ça coûte? Faute d'orthographe, combien ça marche pas. Par contre, lui mettre une sémantique, une ontologie, une catégorisation avec 4 boutons principaux où on dit voilà, c'est une question sur les tarifs, une question sur le support, une question sur le contrat. En un clic, il va dans une sous-catégorie, on dit ok, c'est les produits de ce type-là, et il s'est baladé en 4 clics dans l'arborescence pour trouver la bonne réponse. C'était aussi bien. On l'a fait avec une plateforme de bot, et on a utilisé les quick reply. Au final, on aurait pu faire avec n'importe quelle technologie mobile ou web, avoir cette arborescence. On permet quand même la partie saisie libre, notamment à la voix, parce qu'à un moment, la personne est dans la rue, elle va commencer à voir son client dans 2 minutes, il veut préparer son rendez-vous, au fait où en est le contrat de Madame Michu, et à la voix, ça lui répond, ça dit le contrat de Madame Michu, c'est bon, il est sur des rails, prélèvement dans 1 mois, et ne pas oublier de lui demander sa carte d'identité. On garde la partie saisie libre, parce qu'il y a des moments où il en a besoin, mais il y a d'autres moments où il n'a pas besoin de saisie libre, et on peut le guider. Donc c'est un chatbot qui, des fois, ne ressemble pas à un chatbot. Il y a un bouton micro à un endroit, ou saisie manuelle. Et puis à un autre moment, il doit scanner des pièces justificatives. Dans le chatbot, c'est son compagnon. C'est pas, il a son application métier avec le formulaire, il a le chatbot, et il a le portail, et il a autre chose. C'est une seule application, et à un moment, il doit scanner des pièces justificatives. Dans le chatbot, il y a un bouton photo. Ça prend la photo, on fait la reconnaissance de caractère, on extrait les informations, et on le met dans le bon dossier. C'est pas du chatbot, on pourrait dire c'est de l'IA. La reconnaissance de caractère, la reconnaissance de documents. Est-ce que c'est une carte grise, un permis, est-ce que c'est une carte d'identité? On va dire que c'est de l'IA, c'est de l'apprentissage aussi sur des modèles de documents. Et on l'a mis ça dedans, dans cet assistant, dans ce compagnon des employés. Ça permet d'être plus efficace. C'est ça le but. Être efficace, lui mettre 4 applications, c'est pas efficace. Un exemple, à la Poste, ils ont une 30aine d'applications pour les facteurs. Ça fait beaucoup. En fonction de ce qu'il doit faire, il faut qu'il se rappelle quelle application il doit ouvrir. C'est sur la 5e page, c'est perdu. Une application simplifiée, ça peut aller beaucoup plus loin. Donc vous aussi, si vous avez des conseillers sur le terrain, application plus simple, plus centrée usage. Et au pire, si ça ne répond pas, il a sûrement d'autres sources d'informations et d'autres formulaires ou d'autres applications. Mais commencez par un use case simple qui répond à un vrai besoin terrain. Ça vous va? Merci beaucoup.